Oui, c'est ça, poursuivre. On suit le mouvement et on se laisse porter par la vibe. Voilà. Twinbox Time, bienvenue, voilà. Ouais, Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous revoilà pour le tirage de la Twinbox. Oui. Donc la dernière fois nous avons à peine fait 3 questions, dont une qui a débordé sur je ne sais combien de minutes de discussion, mais c'est super, ce n'est pas grave. Oui, c'est ça, on suit le mouvement et on se laisse porter par la vibe. Voilà. Bon, alors. Ah, c'est à mon tour ou c'est à ton tour? Bon, si tu veux, on fait pierre, papier. D'accord. Pierre, papier, ciseaux. Voilà, oh mince, c'est réglé. La box, voilà. Voilà. Je l'avais pas dedans. Alors, aujourd'hui, la communication. Wow, on a déjà tellement parlé dans la vidéo précédente que retournez à la vidéo d'avance de la Twinbox et vous comprendrez ce qu'est la communication. Si vous voulez comprendre ce que c'est, retournez-y. Non, mais la communication, c'est un moyen de libération bien plus qu'on ne le pense, bien plus profond qu'on ne le pense. Je sais que en vérité, ça vient rejoindre finalement aussi, ça vient tendre la main. C'est un serrage de main entre la communication et libération karmique. C'est-à-dire que de toute façon, on peut te libérer de je ne sais quelle vie, dans quelle période, historiquement parlant. Peu importe, voilà, la dimension. Si tu ramènes pas ça, si on ne ramène pas ça à quelque chose de l'ordre de la communication, et ces différents moyens de communication, il y a quelque chose qui ne s'installe pas vraiment, qui ne prend pas effet, qui ne s'enclenche pas dans cette vie ici et maintenant. C'est-à-dire que même s'il y a une libre circulation des énergies à travers une libération, il faut qu'il y ait en fait ce regard qui s'ouvre en fait suite à ça, parce que finalement ça vient s'activer pleinement à un moment donné, une sorte une sorte d'éveil finalement. Et je parle pas de l'éveil, mais de cet éveil finalement où tu as l'ampoule qui se met qui s'allume, dans le sens où il arrive à avoir cette prise de conscience qui vient s'installer, prendre effet dans la matière. Voilà. Donc il y a déjà une prise de terre quand on refait circuler l'énergie, mais il y a quelque chose qu'on a besoin aussi de ressentir à différents niveaux pour que la prise de conscience soit actée. Et je pense que la communication en fait partie. Ce que je voulais aussi ajouter à ça, c'est que on peut libérer en communiquant, et ça, il ne faut pas le négliger. C'est bien plus profond qu'on le pense. À travers une discussion, si on met son cœur à la tâche, à la discussion, qu'on met ses émotions sur la table, qu'on met véritablement notre authenticité, dans le sens où je veux dire plus, on met en avant des choses de nous que l'on n'aime pas ressentir, voir et mettre en avant, et mettre en avant vis-à-vis des autres. Si on va dans un élan de communication avec tous ces facteurs-là, elle devient riche. Elle devient riche parce qu'elle nous libère. Et elle va nous libérer ici, dans le sens où elle va venir aussi se rattacher à quelque chose qui a peut-être eu lieu avant, à quelque chose qui a peut-être eu lieu avant, mais dans cette vie-là, mais dans votre passé, mais même plus loin en fait. C'est-à-dire que on est peut-être nous limités, mais dans le sens où on est relié à quelque chose de plus grand que nous, mais qui est nous, on peut nous aussi, bien plus qu'on le pense, à travers la communication, se relier à ce point de connexion et libérer des choses qui sont du domaine de l'invisible, qui sont du domaine énergétique, et qui sont aussi de certains domaines qui sont mémoire, parce que finalement c'est une expérience émotionnelle aussi, ce qu'on dit,
première chose qui vient nous impacter, c'est nos émotions. Et donc du coup, la communication accompagne nos différents états. Donc, voilà pour le petit passage. Et puis pour Le petit chien qui passe. chien qui est en train de suffoquer là. Il est en train Ah de oui, bouffer il fait sa des race. bruits bizarres. On dirait un petit Parce qu'il a déjà un certain âge, il est en train de suffoquer, c'est le footing, peut-être même le dernier footing de sa vie, caniche. Mais enfin, en tout cas, ce sera en pleine nature. Donc voilà ce que je voulais dire pour la communication, on la néglige peut-être trop. Voilà. Après, il y a différents types de communication aussi. Hein. Donc il y a communication et communication, bien sûr. Mais la parole libère. La parole est libératrice. Quand on joue le jeu À de fond, à pour de fond, vrai. pour de vrai, avec nous-mêmes, en prenant l'autre en compte aussi, on arrive à créer un espace pour ça. Ça libère. Et c'est ce qu'on propose du coup aussi en séance. C'est pour ça que, sans savoir que j'ai été Ramsès II, ou j'ai pas été Ramsès II, mais sans savoir que j'ai été je ne sais qui ou quoi que ce soit, il y a matière à faire à travers le son, la voix. Donc voilà, tu as quelque chose à rajouter. Oui, j'ai 3 choses à rajouter par rapport à la communication. Il y a plein de choses encore à dire, encore une fois, n'hésitez pas à partager. Voilà. Ce que vous ressentez parce par que rapport c'est à la 1 plus 1 communication. plus 1 plus 1, donc voilà. C'est ça. Alors, la communication, il y a 3 choses que je vais rajouter à ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit c'était vraiment super complet et très intéressant. Mais il y a 3 choses qui me sont venues en t'écoutant, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand il parle, je reçois des choses et ça me donne envie de rajouter certaines petites choses, ça m'inspire. Alors, la première chose, c'est que la communication est créative. C'est que en fait la parole crée. Donc en fait le verbe quand il est exprimé avec le cœur, il crée des transformations et il crée un changement au niveau de la matière. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette force-là, c'est un très grand pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Et c'est vrai que exprimer quelque chose, c'est créer quelque chose. Donc il y a vraiment ce pouvoir créateur qui vient de notre parole créatrice au niveau du chakra de la gorge. Et donc on peut absolument tout transformer à partir de la parole. On n'a pas besoin nécessairement d'aller voir dans les dimensions et dans les vies karmiques, etc. On peut déjà libérer énormément par la parole. Bien sûr, ce sont complémentaires. C'est complémentaire à fond. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce naturel que nous avons tous, qui est la parole. Libère la parole, libère l'esprit, libère les mémoires, libère les énergies, libère, et c'est beaucoup de libération. Ensuite, par rapport à la communication, il y avait autre chose que je voulais dire aussi, c'est que... Deuxième point, c'est que nous sommes tous des univers différents, uniques, qui souvent nous ne comprenons pas. Et on a beaucoup tendance à faire des suppositions, à parler à la place de l'autre, à imaginer à la place de l'autre, à ressentir à la place de l'autre, à se dire mais l'autre il est comme moi, il va penser comme moi, il va agir comme moi, il veut la même chose que moi et des choses comme ça. Et c'est vrai que la communication, elle permet justement cette rencontre. Elle permet une rencontre entre 2 univers différents, complémentaires mais différents. Et souvent quand on a une vraie communication honnête, sincère et avec le cœur, sans projeter à l'avance ce qui va se passer de l'autre côté, eh bien on se rend compte que la personne en face de nous, elle n'est pas du tout comme nous, qu'elle ne pense pas du tout comme nous, qu'elle a un autre regard, qu'elle a des autres envies, des autres désirs, et que forcément, elle est complémentaire, mais elle ne se fait découvrir qu'à partir du moment où on a envie d'aller communiquer réellement avec cet univers autre que nous. Donc on rentre en communication avec cet univers et on permet à cette communication de nous permettre d'aller à la rencontre en fait de cet univers différent de nous. Donc pour moi la communication, ça permet à 2 univers opposés de se rencontrer. C'est un beau pont. C'est un beau pont. Oui. Et le troisième élément? Troisième point de la communication, c'est la communication avec soi-même. Il y a aussi beaucoup de... Comment dire ça? On pense que la communication, elle est que active, et en fait la communication, elle est aussi très passive.
Ça veut dire que par exemple, vous êtes en communication avec quelqu'un, par exemple là, voilà, on est en train de parler tous les deux, et bien quand toi tu parles, je communique avec toi, mais passivement, j'écoute. Et c'est aussi une communication en fait d'écouter. Ça fait partie de la communication. Si on n'écoute pas ce que l'autre a à nous apporter, ben on ne communique pas vraiment, on est déjà en train de projeter l'univers, notre univers vers l'autre, alors que l'autre il est complètement unique dans son univers propre. Et la communication, pour moi, elle est autant passive que active, dans le sens où il y a une communication que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi, il y a la réception de l'univers de l'autre qui se fait par le silence et par l'écoute active, et il y a du coup une possibilité d'apporter cette communication active à la personne quand on a bien réceptionné ce qu'elle a à nous apporter dans son expression. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, à part comme ça. Mais c'est très bien. C'est pas toujours facile de placer les mots. Pourquoi tu t'es dit quoi à ce moment-là? Non, parce que des fois je me dis je perds les gens, parce que des fois tu vois Tu perds les gens parce que t'as une difficulté à trouver le bon mot. Oui, le mot qui se passe ici. C'est juste... Non, franchement, moi j'ai trouvé que c'était... En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était bien. Enfin, c'était bien. Je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mauvais. Ça m'a parlé. Oui, et la communication avec soi-même. Communiquer avec soi-même dans le silence ou dans le fait de parler à soi. Parce qu'on a tendance à trouver ça bizarre. Mais en fait, communiquer avec soi, c'est naturel. Se parler à soi tout haut, eh bien, c'est naturel. C'est quelque chose qu'on a perdu, mais pourtant, ça fait partie de nous. Oui, effectivement. Et ça fait preuve d'une grande intelligence. Oui, c'est vrai. J'espère que... Si ça vous communique des choses, communiquez-les. Ça vous communique que dalle. Vous pouvez nous les communiquer. Bon, ça va être à mon tour. Non, c'est toi qui as communiqué. Ah oui, j'aime tellement tricher dans les papiers. T'aimes tellement en faire des petits... Ne regarde pas dans la boîte, ils vont penser que tu triches. Alors, celui-ci. La peur de perdre. Je crois qu'on a écrit un truc derrière aussi. Non. Ah non. La peur de perdre. La peur de perdre. La peur de perdre. Waouh, ça c'est un truc pour moi ça. La peur de perdre. La peur de perdre. Quand tu dis que c'est un truc pour toi, c'est que ça te parle? Oui. Par rapport à ce que tu as pu vivre? Oui. Parce que, en fait, quand je lis la peur de perdre, ça me fait penser à la peur de perdre une personne chère à mon cœur. Donc, ça me fait penser à la peur de perdre. La peur de perdre peut aussi me faire ressentir la perte d'une relation que j'aimais bien et qui se détériore parce que, il y a conflit, il y a regards qui sont plus... qui ne s'unissent plus, en tout cas qui veulent plus s'unir surtout. Et du coup, il y a une relation qui change et qui n'est plus la même. Et du coup, ça peut rendre triste et avoir une impression de perdre pied et de perdre le contrôle aussi. Perdre le contrôle dans des émotions plutôt de colère qui sont plus difficiles à gérer. Que en fait, le contrôle ne puisse plus contrôler certaines émotions trop fortes. Donc ça peut aussi avoir un lien avec la peur de perdre. Ça me dit aussi la peur de perdre l'amour, mais dans le sens où le cœur se remplit de haine en fait. La peur que la souffrance ressentie puisse atteindre notre cœur et le fermer à jamais dans une haine incommensurable où en fait on se retrouve à tout détruire ou à vouloir tout détruire parce que on se dit vu que moi je souffre, autant que tout le monde souffre comme moi. Donc comme une peur de perdre justement cette vibration de vie qui nous compose tous et que de ce courant de vie il y a un courant de destruction qui vient s'installer à sa place et qu'on ait envie vraiment de faire du mal en fait parce que nous-mêmes on a vécu des moments douloureux. Donc voilà, un peu près ce que ça me dit de la peur de perdre parce que ça crée... en fait la peur de perdre aussi ça vient toucher une sorte de sensation de séparation, comme si du jour au lendemain
on pouvait nous enlever quelque chose qui nous tient en vie, et pas spécialement la vie en tant que telle, mais plus un souffle, un flot de vie qui nous anime, et que du jour au lendemain, celui-ci peut disparaître, comme si on était un peu dépendant en fait. Est-ce que du coup on pourrait parler dans le vécu de privation, quoi? Oui, de privation. Privation soudaine. Voilà, c'est ça, de privation soudaine qui n'était pas du tout prévue, que ce soit matériellement parlant, émotionnellement parlant, qui vient et qui sabote tout l'espace de paix et d'amour et de sérénité qui s'était peut-être installé, comme une sorte d'impermanence qui fait que du jour au lendemain on peut tout perdre. Voilà. Ok. Voilà ce que ça résonne pour moi, la peur de perdre. Ok. Je te rejoins dans ce que tu as exprimé là, et j'aimerais aussi mettre en parallèle aussi le vécu vis-à-vis de l'échec dans la peur de perdre aussi. Le fait de ne pas finalement avoir eu une projection sur les choses, sur la vie, sur soi, et de voir que cette projection se fend la gueule et n'aboutit pas à ce qu'on avait peut-être prévu dans notre tête, ni à ce qu'on avait vraiment voulu. Au contraire même, on a tout l'inverse. Donc le vécu avec l'échec, la faillite, la rupture d'un truc qui pour nous aurait pu, on avait imaginé fonctionner. Et donc ça me renvoie, encore une fois, de toute façon c'est toujours nous face à nous-mêmes, mais ça me renvoie par rapport à l'estime. Voilà. L'idée que l'on peut se faire de soi-même, et de voir que finalement je suis autant mon ami que mon ennemi. Tant que ça roule pour moi, c'est super, Manuel, t'es mon pote, c'est génial. On va aller loin, toi et moi. Et quand ça se fend la gueule, finalement, ce pote-là n'est plus là, quoi. Il se transforme en un autre. Il te dit, finalement, bon mec, autant qu'on reste dans l'ombre, autant qu'on se cache dans notre petite grotte. Limite, c'est pourquoi je t'ai suivi dans ton idée farfelue. Limite, il retourne sa veste. J'en étais sûr, je savais qu'il fallait pas qu'on fasse ça. On aurait dû vraiment rester dans l'ombre, dans notre petite cachette, pas se montrer, parce que regarde comment on se rétame. Et là, forcément, ça vient mettre en lumière aussi l'image que l'on se fait de soi vis-à-vis des autres, par rapport au regard des autres. Et la peur de perdre aussi vient finalement se rattacher à ça. Parce que je m'éloigne de l'idée de la peur de se perdre. Mais pour moi, ça en fait totalement partie. Perdre face à l'autre. Échouer dans un projet. Échouer parce qu'on n'a pas pu tenir tête à quelqu'un. Échouer parce que quelqu'un a eu raison de nous. Échouer parce qu'on a voulu créer quelque chose et ça n'a pas eu de succès, ça n'a pas eu de reconnaissance. La peur de perdre vient rattacher encore plein d'autres choses. Perdre la face, oui. Donc, ouais. Se sentir inférieur. Se sentir inférieur. Impuissant. Voilà, donc ça vient comme d'hab, en toile d'araignée. Mais la peur de perdre est un élément qui s'y rattache. Et là où je ressentais beaucoup dans ta vibration la peur de perdre quelqu'un de cher, effectivement, il y a aussi cette peur de perdre quelqu'un parce qu'on raisonnait différemment de cette personne. Parce que oui. Parce qu'on avait une vision opposée, ce qui n'a pas été accueilli du coup, et que je n'accueille pas aussi chez l'autre, qui fait que je perds l'autre, malgré notre amitié, malgré
la relation de couple, l'amour qui nous tenait, peu importe la relation, le type de relation. Notre divergence d'opinion fait que on se perd de vue, on se perd de corps et on se perd nous-mêmes. Donc ouais, la peur de perdre, ça me parle beaucoup. C'est encore une fois quelque chose qui m'a beaucoup accompagné et quelque chose qui m'accompagne toujours. Et c'est aussi la peur de perdre qui me sert, je terminerai sur ça, de cap à franchir, me permet aussi de franchir un cap et de faire aussi aujourd'hui cette vidéo et d'en parler. C'est ça, par exemple, me montrer face à une caméra aux côtés de Cynthia, me montrer tout court, c'est un cap. C'est un cap, mais qui vient mettre en relation justement avec la peur de perdre. C'est-à-dire que je décide de me montrer et donc je me mets en risque. Je me rends visible, donc forcément ça a une conséquence. Et conséquence que ce que je dise ne plaise pas, que ce que je dise ne soit pas en cohérence avec moi-même déjà aussi ou avec vous, que peur de l'impact derrière, qui finalement me montre l'importance que j'apporte à l'impact plus qu'à ce qui est de toute façon, quoi. Je sais pas comment l'exprimer. Que l'expérience vécue. Que l'expérience vécue. Voilà. Il y a aussi la peur de perdre son regard sur soi-même. Qu'en fait on a un certain regard sur soi-même et que ce regard change parce que il y a le fait de se mettre en face d'une caméra, on a un regard sur soi-même qui est X, puis tu te mets devant ta caméra, tu regardes ta tête, tu oh là 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 là. Et puis là tu as tous tes jugements, tes critiques sur toi-même qui viennent saboter en fait l'image que tu t'étais fait de toi-même. Donc tu perds en fait une illusion que tu t'étais créé de toi-même. Exactement. Perdre pied par rapport à ce qu'on ressent vraiment et qu'on a envie d'exprimer et ce qu'on va vraiment dire. Perdre pied, perdre la face vis-à-vis de sa propre intégrité. Ça me parle énormément. Et puis bien sûr, je voulais faire un petit signalement. Cynthia et moi, on ne vient pas tout de suite évoquer systémiquement parlant chaser runner, mais voyez juste la dynamique entre les deux. Pas besoin de dire de nommer Superman pour comprendre que c'est Superman. Si tu vois un mec avec un slip rouge, un gros S, oui, c'est vrai, je sais pas, je dis ça comme ça parce que moi-même voilà, mais bref, on reconnaît Superman comme on reconnaît Batman, donc pas besoin que je vienne appuyer. Mais c'est fait aussi exprès, c'est-à-dire que je ne vais pas tout le temps vous mettre le mot que vous connaissez en disant ma dynamique en tant que runner c'est ça. Vous avez à la comprendre vous-même. Et en même temps, je trouve que c'est bien qu'on soit pas tout le temps dans ce truc de nommer chaser runner, de manière à ce que ça remplace pas nos prénoms. Ah oui, quand même. J'ai souvent que dans les liens de flammes jumelles, on remplace nos prénoms. Alors il y a mon runner et mon chaser. Et là, il y a mon chaser. Ah ben là, c'est il y a mon chaser qui vient d'arriver. C'est l'anniversaire de mon chaser aujourd'hui. Ben oui, mais c'est qui court là? C'est mon runner qui a acheté de nouvelles baskets en plus pour aller plus vite. Oh, tu vois, donc voilà, et c'est fait exprès pour que le système ne soit pas qu'on reste des êtres humains à part entière quand même avant d'être qu'on se désidentifier, hein. Qu'on se ferme pas trop, voilà. Oui, il faut se désidentifier, qu'on soit dans une parcimonie dans l'utilisation des concepts et des systèmes mis en valeur, donc voilà, mais effectivement je voulais quand même signaler ça, que vous puissiez toujours voir en fait nos différents et du coup comment notre regard sur la peur de se perdre peut venir illustrer ma dynamique vis-à-vis de mon autre. Donc ouais, la peur de perdre, c'est beaucoup perdre la face vis-à-vis des autres, le regard que les autres peuvent avoir sur moi et le sentiment que je puisse nourrir de moi à moi en fait, qui vient toucher à mon estime, à ma prise ou mon manque de confiance, etc. Oui. Voilà. Oui, la boîte, voilà. La boîte. Voilà.
Voilà, ma main est dans la boîte. Voilà, comme ça. Wow, alors justement, ça va nous emmener, on va garder pour une prochaine fois, mes amis, je suis désolé. C'est trop long. Ça va nous faire aller sur... wow, avec Cynthia, on va pas s'en sortir, moi je vous le dis. Allez, un petit atterrissage pour la troisième. Alors. Waouh, non. Parce qu'on est encore dans une peur. Ah. J'aimerais quelque chose qui... Voilà. Qui sort de la peur. Oui. Alors, sacré tirage. Hein, la peur d'avoir peur. Les tirages, normalement, t'imagines, on est là pour dire qui va s'en aller à Koh Lanta. Et puis finalement, la personne rechange son vote. Comme ça. De quel signe astrologique es-tu? Ah, voilà, bah c'est ça. Voilà, bon, là, on va y aller vite fait. Hein. Alors, je suis de signe Poisson. Ascendant Lion. Gémeaux, ascendant Balance. Voilà. Est-ce que ta question voulait un développement? Non, par rapport au signe. Je laisse les véritables experts en astrologie, passionnés de l'astrologie, développer des choses peut-être sur nous, dans ce qu'ils observent dans notre relation. Est-ce qu'ils pourraient faire à partir des signes astrologiques, faire des points de convergence. Donc Poisson, Lion et Gémeaux, Balance. Après, c'est vrai qu'au niveau de comment il est dessiné le signe du Gémeaux et du Poisson, ils sont très similaires au niveau du dessin. Ben, il y en a qui a 2 barres, il y en a une qui a une barre, c'est ça? En fait, ouais, le Gémeaux, ça fait très le principe, dans le sens où il y a vraiment 2 barres avec à la verticale. Donc, qui sont soutenus par 2 socles, un terre, un ciel. Donc ça fait vraiment pilier, genre architecture grecque. Oui. Un truc genre 2 gros piliers, bah, tu vois. Oui. Tandis que le Poisson, il y a un rapport aussi, mais plus courbé. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est 2 demi-cercles qui se font dos. Avec un trait qui finalement les unit. En les traversant. Oui. Donc il y a un truc un peu plus doux. Plus doux, mais dans le sens où rond. Il y a une communication qui se fait avec le côté, je trouve, du Gémeaux. Et une autre forme de communication aussi à travers la forme du signe astrologique du Poisson. Il y a quelque chose qui vient un petit peu ramener le spirituel ou la traversée en fait entre 2 mondes qu'on va courber tous les deux, et même s'ils se font dos, on les réunit parce que finalement je trouve qu'il y a la réunion de 2 opposés comme ça, et le Gémeaux lui il vient asseoir de manière intellectuelle, mentale aussi, en mettant en rapport l'humain avec le spirituel à travers des principes, à travers des réflexions. Voilà, tandis que le Poisson, il y a un truc un petit peu plus... je me balade dans un grand univers vaste et plein de choses qui me sont inconnues, et j'y vais la tête la première quand j'y suis bien dedans. Le Gémeaux, lui, il y a une sorte de un peu compréhension des domaines en les mettant en relation, en faisant des rapports, en faisant des concepts, des systèmes, mais qui finalement vient nourrir aussi la sphère mentale pour pouvoir créer. C'est ce qui me vient là. Je ne suis pas du tout expert de quoi que ce soit. Expert astrologie manuelle. Juste un petit gars qui, là, sur le coup, en voyant les signes dans ma tête, je pars dans un truc. Mais voilà. Et là, tu as des gens qui vont te contacter. Manuel, est-ce que tu peux me faire mon thème astrologique, s'il te plaît? Non. Franchement, là, justement, c'est ce que je voulais éviter. Je ne suis pas un expert et ça n'a rien à voir avec ce que Cynthia vient de... Voilà. Non, elle a poussé, voilà. Bon, à ton tour. Mais on va rajouter une 4e. Hein. Allez, on rajoute une 4e question. L'âme, l'esprit et le corps. Non, c'est abusé, on va choisir autre chose. C'est pas que c'est abusé, c'est super intéressant, mais voilà. Dans un autre. On va y passer 1 heure. Et en fait, ça va me frustrer de ne pas pouvoir prendre le temps. Comment fais-tu pour calmer ta blessure d'abandon quand elle s'active? Déjà,
Oula, déjà ça me fait peur parce que le déjà ça vient déjà me truc que ça va durer 1 heure. Non. La question, attends, je vais la relire. La question, comment fais-tu pour calmer ta blessure d'abandon quand elle s'active? Alors, est-ce que tu aurais comment tu fais un conseil parmi les différentes choses que peut-être tu appliques ou pas, en tout cas en quelques lignes? Je la vis. Je la vis. J'aime bien la réponse. Je la vis, en fait, je la calme pas, je la laisse venir, je la laisse exister, je la laisse me dépasser, me submerger, en fait, je la laisse être pleinement, je pleure si nécessaire, je la ressens dans mon corps, enfin, je la laisse vraiment vivre en moi. Et surtout, je sais pas comment expliquer, quand elle s'active, j'essaye de la regarder aussi, je prends du recul, je me mets un peu comme observatrice de moi-même et j'essaye d'apporter à cette sensation de l'amour, de l'accueil. Je la laisse vivre et j'observe. Je deviens observatrice de ce que je ressens. Mais par contre, je laisse vraiment cette énergie me traverser et si je dois m'énerver, pleurer, faire ma crise d'enfant et de bouder, de faire tout ce que j'ai envie de faire par rapport à ma blessure d'abandon, je la vis, je le fais, je me prive pas en fait parce que avant je m'empêchais et je me suis rendu compte qu'en empêchant, elle devenait de plus en plus résistante, de plus en plus imposante et en plus j'en devenais de plus en plus sensible. Et quand j'ai compris que que j'étais invitée à faire tout le contraire, je me suis rendu compte que maintenant quand ma blessure d'abandon s'active, elle est plus rapide, moins forte, plus légère et elle me fait moins perdre pied et mon contrôle en fait. Maintenant quand elle vient et qu'elle se propose à travers une expérience, elle me fait moins souffrir et comment dire ça? Et elle fait moins de dégâts, j'allais dire. Mais oui, elle fait moins de dégâts dans le sens où avant j'avais tendance à mettre la faute sur l'autre quand je vivais ma blessure d'abandon. Maintenant, quand elle se réactive à des moments, je comprends qu'en fait c'est ma blessure, c'est pas la blessure de la personne qui me l'a fait réactiver, c'est ma blessure. Et si la personne, justement, j'ai la chance qu'elle me permette de la réactiver, je remercie en fait cette personne d'être passée sur mon chemin pour me faire réactiver cette blessure et je la vis pleinement. Et je prends ce cadeau en fait de me laisser traverser par la sensation que ça me procure. Ok. Voilà. Je trouve que c'est très bien. Je pense pas que ce soit nécessaire à chaque fois qu'on mette en relation notre regard, parce que je rejoins beaucoup le tien. Après, la différence peut-être, c'est que j'avoue que je dis pas que c'est ton cas, hein, mais c'est vrai que des fois on préétablit les choses pour que la prochaine fois ça se passe différemment. Ah oui. Et je trouve que c'est sain. Mais il y a aussi du coup laisser cette flexibilité à ce qui doit se vivre. Parce que mine de rien, même si sur le coup on se dit que la prochaine fois on va se permettre, s'inviter nous-mêmes à exprimer ce qu'il y a, ce qu'on ressent, on peut des fois pas se rendre compte qu'on est dans un truc inconscient qui vient malgré tout bloquer l'expression même de la blessure, tu vois. Oui. Je me suis rendu compte que parce que ça m'est arrivé, hein. Je suis pas du tout dans une position de tuteur. Humainement, des fois même, il peut s'agir de l'abandon, mais je vais même pas savoir que c'est une blessure d'abandon, hein. C'est que je vais vivre un truc et je vais ressentir quelque chose de super inconfortable, je vais être mal, je vais ressentir des choses sans savoir ce que c'est vraiment. Et je sais que plus je fais résistance à ce que je ressens, plus en plus j'ai la chance, parce que on peut le voir comme une chance ou une malchance, mais je vais dire j'ai la chance de le ressentir encore plus. Et je renforce
l'expérience et je la fais durer plus longtemps. Donc je dirais la chance, parce que je pense que c'est un discours qu'ont beaucoup d'entre nous ont déjà tenu et qui du coup nous invite ou nous fait tout de suite switcher vers un truc de certes sur le coup je la laisse s'exprimer, mais il y a quelque chose qui prend pas malgré ça ou qui manque parce que on a tellement déjà compris ce que c'était qu'on pense tout connaître de ce qu'on ressent et qui empêche en fait des choses inconnues ou aussi le bénéfice du doute de venir s'installer et de nous faire vivre encore un truc nouveau à travers une scène qu'on aurait peut-être déjà vécue avec Alphonse, Gaston, mais on vit encore quelque chose qui vient nous surprendre et nous remettre à un certain niveau. On pensait qu'on en était à là de la blessure, ouais. Et ça vient nous... Et en fait, on se rend compte que c'est encore bien profond. Voilà. Donc, juste ça pour ajouter à ce que tu dis. C'est vrai que souvent, on a l'impression que ça y est, c'est bon, on l'a bien vécu comme il faut, on a bien pleuré et tout. On se dit, c'est bon, maintenant ma blessure d'abandon, elle est guérie. Et puis après, quelques semaines après, il y a une autre situation, ils nous disent, bah putain, merde, alors c'est encore là. Et souvent, c'est ça. Hein. C'est parce qu'on se rend... En fait, on se rend pas compte, mais toutes les blessures originelles de l'âme, qui est la blessure d'abandon, l'injustice, le rejet, la trahison, l'humiliation, toutes ces blessures-là qui sont des blessures de l'âme, elles ont multiples couches. Hein. Elles ont été raisonnées tellement de fois dans tellement de vies, et que pour arriver à totalement guérir une blessure en profondeur dans toutes ces couches, en fait ça prend grave du temps. Hein. Et qu'il ne faut pas s'en vouloir que ça prenne du temps, parce qu'en fait c'est des blessures qui sont là depuis très longtemps. On les porte tous, et ça prend du temps pour que vraiment on puisse atteindre un niveau où ces blessures ne réagissent plus du tout. Ouais, donc voilà. Voilà. Est-ce que tu as encore un truc à rajouter peut-être? Ça me va. Parce que c'est libre antenne. Hein. Non, c'est bon. J'ai dit tout ce que je pensais par rapport à ça. Ouais, c'est multiples couches, c'est vrai. Oui. On aime bien mettre le doigt sur le truc, mais c'est tellement de trucs en même temps aussi. Oui. Donc ça rejoint ce que tu dis. Oui, on ne sait pas d'où vient cette blessure. Elle vient peut-être de tellement loin. Oui. Et elle a été tellement raisonnée plein de fois. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on met aussi que c'est abandon. Ça y est. Mais en fait, non, c'est plein de choses. C'est pas que ça. C'est lié à plein de choses. Et du coup, on va dans une direction en se disant, c'est ça, il faut que j'agisse comme ça, du coup. Mais non, en fait, c'est plein de choses encore dont on n'a pas conscience. C'est ça. Je crois qu'il y a un truc à vivre dans le fait d'avoir conscience. Ouais, de se dire, je vis le truc, je ne me demande pas ce que c'est. En fait. Ouais. Juste que tu sais que ce qui est là est là, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vivre le truc sans vraiment mentaliser tout de suite. Oh, c'est la blessure du rejet. Ah non, c'est la blessure d'abandon. Ah non, c'est l'humiliation. Et c'est difficile aujourd'hui. C'est ça qui de nos jours est compliqué. Surtout lorsqu'on a un parcours riche déjà, peut-être en développement personnel, qu'on se dit déjà à tel ou tel niveau, où en fait le niveau est juste paramétré par notre ego spirituel. C'est vrai qu'on a eu des personnes en séance qui venaient avec tout leur bagage en disant j'ai fait autant d'années de développement personnel, de PNL, d'analyse transactionnelle, de ci, de ça, de neurosciences et tout ça. Et donc la personne elle vient avec un sacré CV. Ouais. Et ensuite elle fait une séance avec nous et elle se dit oh, mais je pensais pas que mon ego il était aussi fort encore aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup travaillé sur lui. Et en fait c'est autre chose en fait. C'est pas parce qu'on a un CV de fou que forcément toutes nos blessures sont guéries, que ça y est on est immunisé sur tout, qu'il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Non, on reste des êtres humains et tout le temps nous atteindra. Et l'objectif n'est pas que ça ne nous atteigne pas, l'objectif c'est de réagir différemment à chaque fois à la situation qui se propose, avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de cœur sur ce qui se passe. C'est bien que je trouve ça cool que tu aies rajouté ça, ouais, effectivement. Donc voilà, est-ce qu'on fait une dernière question? Ouais, on peut en faire une autre. D'accord. Allez, une petite last one pour cette partie-là. Oh non, encore une blessure. Il n'y a que des blessures. Alors, allez, une autre petite. Alors, il y a la déprogrammation. Ah, déprogrammation. Ah, c'est intéressant. Bah oui, c'est toi qui as écrit ce mot-là. Bien sûr que c'est intéressant pour toi. Et moi, pas du tout. Non, je rigole. La déprogrammation.
Ben, c'est vrai que j'ai retiré pas mal de chaînes sur ma box dernièrement. J'en avais marre, j'ai désinstallé, j'ai arrêté le Canal Plus au CS depuis que je vais peut-être reprendre pour reprogrammer ça sur mon abonnement. Non, je rigole. Déprogrammation, qu'est-ce que ça m'évoque? On est comme un système qui s'alourdit en stockage de plein de choses qui en vrai ne nous sont plus nécessaires, ou ont servi pendant un temps et qui ne nous servent plus aujourd'hui. C'est vrai qu'on a une tendance à faire les collectionneurs sans s'en rendre compte, mais autant être collectionneur conscient, c'est-à-dire que tu sais ce que tu gardes, mais en sachant ce que tu gardes, tu sais ce que tu jettes ou ce que tu archives. Du coup, ben voilà, il y a beaucoup de choses qui prennent de la place, que ce soit je vais un petit peu me détacher du mot déprogrammation, mais même chez nous par exemple, notre lieu de vie, on s'encombre de beaucoup de choses et on ne s'en rend pas forcément compte. On aurait dit que plus on est encombré, en vrai, plus on a l'impression d'avoir des choses ou de se sentir bien, mais il y a une sorte d'effet contraire qu'on n'arrive pas encore à identifier. Et donc je le rajoute, pourquoi la déprogrammation? Parce qu'il y a une nécessité de se désencombrer. Enfin, j'ai parlé de meubles et de maisons. Voilà, de se désencombrer de certaines pensées, de certaines choses qu'on pensait pour vrai. Voilà, je voulais pas utiliser croyances, je voulais faire une plus longue phrase pour changer. Mais oui, qui sont les croyances. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous savez de quoi on parle. Ce qui est intéressant en fait, c'est d'arriver à sentir ce qu'on évoque dans l'expérience. Parce que c'est vrai que je peux parler de beaucoup de choses, mais vivre peu de choses que j'aurais pourtant fait valoir dans mes mots, mais je vis quoi 10% de ce que je dis. Et ça, c'est dommage. Donc c'est plutôt après cette discussion, cet échange, d'arriver à faire des parallèles sur notre vie, nos souvenirs, notre relation avec les autres dans différents contextes et situations. Voilà, je vais te laisser un peu. Moi je vais pas dire grand chose. Je trouve que tu as dit pas mal par rapport à la déprogrammation et je pense que tu as dit l'essentiel. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que oui, effectivement, de 0 à 7 ans, on a voilà, la leçon de 0 à 7 ans. On a récupéré des programmations déjà de nos parents. Avant même d'ouvrir nos yeux, il y a toutes les programmations de nos parents qui se sont collées sur nos structures parce que c'est l'expérience qui le veut aussi. Et puis ensuite, quand on a commencé à voir les schémas de papa et de maman, on a récupéré toutes ces informations-là et on a commencé à installer des logiciels qui ont été bien sûr des logiciels qui nous ont servi pendant un temps quand on était petit pour nous protéger, pour peut-être communiquer d'une certaine façon, mais qui aujourd'hui en fait sont bien installés, qui sont inconscients, qu'on ne se rend même pas compte de certaines choses qu'on porte encore et qui nous desservent complètement dans ce qu'on veut réaliser et dans comment on veut évoluer aussi dans notre état d'être. Et c'est vrai qu'on a énormément été influencé par nos parents, par notre famille, par notre éducation, par les personnes qui nous entouraient au quotidien. Et encore aujourd'hui, on peut être influencé par l'extérieur et ne pas se rendre compte qu'on fait comme des copier-coller avec ce qu'on peut recevoir de l'extérieur et qui sont des fois et souvent des choses qui nous desservent complètement. Donc c'est vrai qu'une petite introspection comme ça, de voir un petit peu tout ce que nous portons et qui nous desservent et voir ce qu'on pense vérité alors qu'en fait il n'y a pas de vérité qui existe à part celle de notre cœur et qu'à partir de là notre tête s'est limitée énormément à énormément de choses et vit comme dans une toute petite case alors que l'immensité de ce qu'on peut être c'est 10 000 fois plus large, 10 000 fois plus de possibilités. On est des êtres infinis avec une infinité de paramètres possibles de programmer ou de déprogrammer. Parce que tout ça en fait peut être changé, on se limite beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais rajouter. un peu ça. C'était juste un peu ça. C'était juste un petit peu. Non, mais c'est intéressant et c'est inspirant dans le sens où même si c'est des notions qui
sont pour certains et certaines déjà simples ou intégrés, ça fait toujours du bien de relire plusieurs fois un livre. Ça fait toujours du bien d'entendre plusieurs fois une information. Elle va peut-être être exprimée différemment aussi que comment nous on l'exprime. Donc voilà. Et puis je voulais juste rajouter à ça ce qui m'est venu et qui pour moi est vrai, c'est que la déprogrammation, pas besoin en fait d'aller pointer le doigt nécessairement, chercher le fichier, trouver le truc, etc. Il y a quelque chose qui est pris en relais naturellement. Notre corps sait bien comment aussi déprogrammer. Si on a suffisamment de conscience, suffisamment conscience de lui, il y a quelque chose qui se fait sans accroche, qui se fait sans trop s'attarder, parce que notre corps et tous ses outils, tout son appareillage s'en occupent. Donc il y a des programmations qu'on avait aujourd'hui et qui demain ne sont plus, et on va peut-être s'en rendre compte quelques temps après, parce qu'on aura, vécu les choses naturellement, mais il y aura un regard, oui. Ah oui, il y a quand même la conscience. Parce que c'est le regard qui dessus. permet de prendre conscience. Oui. Mais il y a certaines programmations, je suis sûr, qui sont peut-être infimes et qui se transforment assez rapidement. C'est ce que j'aimerais, ce que j'ai envie d'exprimer. Qui n'a pas besoin de trop s'attarder dessus. Il suffit juste de le voir et de changer peut-être une habitude dans sa vie. On peut ne pas du tout s'intéresser à comment fonctionnent les choses et bien faire fonctionner les choses. C'est-à-dire déprogrammer sans avoir mis un regard qui voit tout dans l'ensemble, etc., etc. Juste par le simple fait dans, je sais pas moi, Étienne dans sa vie de tous les jours, ou Marc, j'aime bien prendre des prénoms comme ça, ou moi-même, je décide juste de changer une habitude. Je dis, bon, ben, demain j'arrête ça. Et je reste juste dans le changement d'une habitude. Et pourtant, il y a plein de choses. Ça va enclencher plein de choses et déprogrammer des trucs. Oui, ça déprogramme automatiquement. Mais je suis resté dans un rapport, dans quelque chose de tout à fait naturel. Oui. Je change une habitude parce que j'en ai marre. Voilà, je reste dans un truc très basique. En fait, j'en ai marre. Demain, j'arrête de faire telle chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Une araignée qui a fait un fil entre l'arbre et le téléphone. Incroyable. Ok. Et donc du coup, je suis resté dans quelque chose de basique, simple, où j'ai juste eu un ras-le-bol. Je me suis enfin décidé d'arrêter un truc. Ça va déclencher tellement de choses, bien plus que je ne le pense. Pour autant, voilà. Désolée, mais je suis perturbée par l'escalier. L'araignée, elle est en train de faire une toile entre notre portable et l'arbre. Ouais, bon après, désolé, mais vous ne le voyez pas. Donc, moi perso, on me dirait l'araignée en train de faire un truc. Je me dis, je ne vais pas pouvoir être émerveillé, je n'ai aucune image. Oui. Sinon, je peux l'imaginer, mais enfin bon. Non, voilà, focussez-vous sur ce que je dis, c'est plus important. Non, mais pour revenir, revenir au naturel. Oui. Voilà. Nous sommes bien plus humains que nous le pensons. Oui, en mettant de la conscience sur tout ça, ça se déconstruit déjà. Ouais. En fait, dès qu'on met de la conscience, le cœur et l'envie que ça change, ça change. Je pense qu'il faut vraiment accepter de voir, de mettre en lumière et de s'autoriser à découvrir des parts qu'on n'a pas envie de voir et qu'on se ment à soi-même et qu'on veut pas, qu'on veut pas déterrer le truc. Et je pense que à partir du moment où on se met face à soi-même et qu'on accepte de voir toutes ces parts-là qu'on n'a peut-être pas envie de reconnaître, c'est là où ça se transforme, parce qu'on arrête de se cacher. Ouais, mais je pense que ça dépend dans quoi. Encore une fois, je reviens dans un truc où on n'est pas besoin d'aller décortiquer des trucs pour déprogrammer. Je pense vraiment, pour ma part, qu'il y a des choses qui peuvent se déprogrammer en suivant un courant qui reste vraiment de l'ordre où, même si j'en suis inconscient, en vrai, il y a des choses que je déprogramme. Je pense qu'il y a certains sujets, certaines situations, il y a certaines choses qui ne nécessitent pas autant d'efforts. Mais de toute façon, la vie, elle est orchestrée. Oui, mais c'est ça, ce que je dis, que la vie, elle fait bien les choses. Il y a ce truc naturel aussi. Oui, c'est la vie qui s'en occupe. Parce que je peux être un mec qui, mais même si la vie s'en occupe, tu peux fermer les yeux et faire du déni dessus. Hein. C'est très facile. De la même façon que tu peux être un mec qui, en fait, met tout le temps du regard sur tout. Tout le temps. Toujours en train de décortiquer ce qu'il vit, ce qu'il respire, ce qu'il mange, son rapport avec les autres. Être dans un truc qui est à fond, en plus qu'il y met en fait quelque chose de super sain. Et se dire, voilà. Et se trouver dans un désarroi pas possible.
Parce qu'en fait, finalement, il a toujours pas compris. Parce qu'en fait, il aurait dû peut-être aussi péter un coup et faire un peu confiance à la vie et vivre les choses un petit peu plus naturellement et retourner dans quelque chose qui est divinement inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'échappent et je ne suis pas toujours en train de vouloir contrôler l'expérience et vouloir mettre en lumière. Je pense qu'il y a une juste mesure. C'est pour ça que là où toi tu dis B, ben je rajoute le A. C'est pas pour faire confrontation avec ton B, c'est juste pour en fait faire le pont dans le sens où il y a une question d'équilibre en fait. Où je vis tout simplement comme une respiration et des fois où en fonction de ce qu'il y a, qui nécessite, comme tu dis, de ressentir, voir et passer par quelque chose qui nécessite plus de... Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les deux sont importants. Les deux sont importants, oui. Mais je trouvais que dans notre dialogue, là, on avait du mal à tomber dans ce truc où les deux sont complémentaires. Oui, mais que des c'est fois, parce que notre fonctionnement est différent et du coup, à partir du moment où ce fonctionnement-là est très différent, c'est plus compliqué de rejoindre l'autre. Même si, en fait, je suis complètement d'accord, les deux se rejoignent, ils sont indissociables, mais parce que notre approche, elle est un peu différente. Et du coup, quand tu entends l'autre dire l'opposé, tu dis mais non, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, je ne le vois pas comme ça. Mais c'est vrai que de toute façon, ça n'efface pas l'autre, oui, ça n'efface pas l'autre. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est qu'on ne peut pas les dissocier. Il y a des choses, comme tu dis, qui sont inconscients et tu n'y penses même pas et ça se transforme et ça fait partie de l'évolution de chacun. Tout simplement parce que tu as voulu changer ton hygiène de vie ou ton habitude. Ça peut rester à quelque chose de très simple, où la personne n'a lu aucun bouquin. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais je voulais juste nous rejoindre à ce niveau-là. Oui, mais c'est pas évident. On s'est transformé en ting, 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 ting. Oui, mais bon, c'est comme ça. Mais en fait, c'est que la personne peut avoir les deux. Oui, c'est vrai, elle peut avoir les deux. C'est juste venir un petit peu... Mais après, tu vois, par exemple, quand tu dis elle peut avoir les deux, moi, à l'intérieur de moi, ça me dit oui, mais attention, parce que si on dit qu'elle peut avoir les deux... Les deux se font. Oui, les deux se font. Mais après, du coup, tu vois, chez moi, quand j'entends ça, ça me dit... Oui, mais si il me dit qu'ils peuvent avoir les deux, il y en a plein qui ne prendront pas ce chemin de conscience sur ce qui se porte aussi au niveau inconscient, parce qu'ils vont se dire de toute façon à travers la vie et puis le ciel et l'univers qui s'occupent de tout, parce qu'en fait je suis entourée de plein de choses et j'en connais beaucoup des personnes comme ça, tu vois, qui disent non mais l'univers va s'occuper de ci, non mais l'univers va s'occuper de ça, et ces personnes 3 ans après, je les ai en message et ça n'a rien bougé dans leur vie, parce qu'ils s'attendent à ce que des miracles leur tombent dessus, comme si en fait à l'extérieur allait créer quelque chose, mais les changements ça se crée pas de l'extérieur. Et moi je pense direct à un titre de quelqu'un sur sa chaîne YouTube qui a marqué 17 ans de développement personnel quand on en gros sortir de l'enfer. Parce qu'en fait finalement il s'est rempli de choses et ce dont il s'est rempli, il s'est encombré. Ah oui. Tout a une limite, je pense. Oui. Donc finalement, de la même façon que tu dis ça, moi je peux dire quelqu'un qui se croit conscient déjà. Donc entre se croire conscient à un certain niveau et ce qu'il en est vraiment, il y a peut-être une différence. Quelqu'un qui peut avoir compris ce qui était là, et pourtant le fait qu'il ait compris ce qui était là, ça peut parfois même l'empêcher de vivre l'expérience. Ah oui, bien sûr. Et à ce moment-là, en fait... Être trop conscient dans le sens... Non, c'est même pas trop conscient, parce qu'au final, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Mais c'est penser qu'on est conscient. Oui, c'est ça. Être trop pensé, être conscient, ou avoir un système de... je regarde tout à la loupe et je laisse rien passer, c'est aussi être contre quelque chose d'autre, qui est la fluidité naturelle, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Le problème, je pense, c'est d'opposer nos regards là-dessus. Oui. C'est ça en fait, parce qu'en fait pour moi c'est complémentaire et c'est quelque chose, c'est 2 états et tu peux en fait, tu peux avoir cette liberté de pouvoir switcher et ressentir en fait qu'il y a un truc qui peut se faire plus naturellement que tu ne le penses et de retourner à cette simplicité là où parfois je trouve que l'on fait trop compliqué, trop compliqué, et peut-être que d'autres aussi sont dans une flemmardise peut-être, dans un refus d'aller vers des choses aussi qui pourraient fortement les ouvrir et les aider, mais qui se refusent d'y aller. Je pense qu'il y a toujours ce truc où j'ai engrangé beaucoup d'informations et je me rends compte que finalement je suis pas rempli. C'est-à-dire que je me suis rempli, mais
ça m'a alourdi finalement. J'aurais aimé revenir. Mais c'est aller d'un côté à l'autre finalement. Oui, mais c'est peut-être ça, c'est qu'en fait, il n'est pas nécessaire de se remplir, il est nécessaire de se vider en fait. Et justement, le fait de ressentir certaines choses en fait qui nous encombrent avec des fausses croyances ou des trucs de papa-maman qui sont là depuis un moment, et de se dire bon bah ça en fait ça me va plus, et d'aller profondément voir cette dynamique, comme tu dis, changer peut-être une action dans sa vie ou un comportement pour que ça change dans la matière. Mais ça, c'est pas se remplir, c'est justement se délester. Je trouve que des fois, on s'alourdit de choses qui auraient pu être bien plus simples qu'on ne le pense, et qui pourraient aussi faire plus acte de silence et d'acte dans la vie. C'est-à-dire que de retourner à des choses un peu plus, comment dire, je change un truc parce que, tu vois, j'ai été très dans l'esprit, dans les choses en esprit, mais je sais que j'ai occulté beaucoup aussi le fait que, il faut aussi que j'aille d'un point A à un point B si je veux que les choses changent, tu vois. Et je conçois aujourd'hui que je peux ne pas avoir compris en profondeur quelque chose en esprit. Si je vais du point A à un point B, je transforme un truc et je n'ai pas passé mon temps à tourner dans une mise en lumière, tu vois. Il y a une efficacité qui peut arriver dans l'action, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de faire aussi valoir, c'est retourner à ce truc aussi simple. Et de l'autre côté, de ce que je ressens, c'est que tu exprimes quelque chose qui, à l'inverse, nous invite aussi à une certaine intériorité. Mais en fait, on est en train de se chamailler entre extérieur et extérieur. On est en train de se chamailler entre non, il faut plus faire ça ou plus faire ça. Non, les deux sont un canal en fait. Donc c'est complémentaire. C'est juste que là où je vais... C'est normal parce qu'en fait, moi je vibre plus le faire. De toute façon, c'est comme ça. En essence, voilà. Et toi, tu vibres plus le laisser faire, mais le laisser faire, il est aussi bien que le faire. Je comprends pas ce que tu dis, parce que quand je te dis que je vais d'un point A à un point B, je suis dans le faire aussi, justement. Je suis dans la matière. On a pas mal discuté sur la déprogrammation. Sur la déprogrammation. Bon, et voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ça, parce que c'était un grand sujet. Un très grand sujet, et qui n'était pas facile à... Qui n'a pas été facile. Oui, qui n'a pas été facile parce que voilà. On a discuté hors coulisses, à vrai dire. Mais c'est bien d'en parler parce que ça peut être intéressant. Il faut en discuter justement. Là, on revient à la communication. Il ne faut pas laisser ça comme ça parce que ça peut créer vraiment des distorsions énergétiques et émotionnelles si vous n'en discutez pas. Parce que souvent, en plus, c'est juste un petit truc à voir. Une incompréhension, un malentendu ou un truc comme ça. Et dès que c'est démystifié, qu'on peut en parler de cœur à cœur, tout de suite on dit en fait l'autre n'est pas méchant, on n'est pas l'un contre l'autre, on ne veut pas se faire la guerre, il y a juste eu un malentendu, une envie de peut-être rester dans son camp et finalement on peut en parler et puis libérer la parole aussi et retrouver l'harmonie. Ouais, voilà. Ça arrive que des fois le cowboy veut rester dans son ranch et l'Indien veut rester dans sa hutte. Chacun veut rester dans son univers. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que cette petite Twinbox vous aura plu avec ce qu'on a pu partager. N'hésitez pas en commentaire à nous partager ce que ça vous a créé comme sensation, comme émotion. Nous partager votre avis aussi. Et puis, n'hésitez pas aussi, sous la barre de description, vous pouvez trouver tous nos soins. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre un appel gratuit ou m'envoyer un petit message, je répondrai avec grand plaisir. Des questions par rapport aux soins. Voilà, par rapport aux soins. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour un prochain espace Twinbox. Yes. Et des gros bisous. Gros bisous.